Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de MonsieurHugo.com, l'une des 5 meilleures applis immobilières élues par Challenge. MonsieurHugo.com. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo sur Radio J, l'émission qui décrypte les grandes tendances du marché immobilier. Aujourd'hui, on aborde un sujet majeur et encore trop peu évoqué, l'impact d'une séparation sur le niveau de vie et le logement en Île-de-France. Une nouvelle étude publiée récemment par l'Institut Paris Région et l'INSEE Île-de-France révèle que lors d'une séparation, les femmes sont davantage pénalisées que les hommes. Nous allons explorer ensemble les enjeux économiques, sociaux et immobiliers de cette problématique. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Martin Homauvert. Il est directeur du département Habitat et Société à l'Institut Paris Région. Bonjour Martin et bienvenue dans le Club Imo. Bonjour Marc. Alors, pour commencer, comment expliquez-vous que plus de 3% des couples en Île-de-France se séparent chaque année et quelles conséquences immédiates cela peut-il avoir sur le marché immobilier ? Alors effectivement, en Île-de-France, il y a à peu près 3% des couples qui se séparent chaque année. C'est pas davantage qu'ailleurs en France. Donc ça, c'est un premier résultat qui nous a un petit peu surpris. On s'attendait à ce que les séparations soient plus fréquentes. Plus importantes. Oui, parce qu'il y a une époque, on avait un peu cette impression qu'il y avait plus... Oui, complètement, parce qu'on est effectivement une région qui est plus jeune, où il y a plus de relations sociales, peut-être plus d'opportunités de rencontrer un nouveau conjoint ou une nouvelle partenaire. Mais dans les faits, c'est un premier résultat d'étude, c'est qu'on ne se sépare pas davantage en Île-de-France. Bon, pour autant, ces séparations, elles ont effectivement un impact sur les marchés immobiliers, puisque assez naturellement, lorsque l'on se sépare, on cherche à avoir un logement à soi. Et donc ça nourrit une partie des déménagements chaque année, de l'ordre de 10 à 15% des déménagements sont le fait de personnes qui se sont séparées. Alors après, toutes les séparations ne donnent pas lieu à un déménagement, et c'est là où il faut faire le distinguo entre la demande de logement qui s'exprime pour les personnes qui sont solvables. Et donc on voit qu'au fil des années, la taille des ménages a baissé parce que les ménages sont en capacité, pour partie d'entre eux, de se loger même lorsqu'ils n'ont qu'un revenu. Mais on voit aussi, au travers de cette étude, qu'il y a toute une partie des ménages qui ont beau être séparés, n'arrivent pas à accéder à un logement autonome. Et donc, on a des besoins en logement qui excèdent largement la demande solvable. Alors, l'étude, elle indique qu'en moyenne, le niveau de vie des ex-conjoints chute de 10% dans l'année. Et la séparation, de l'année de la séparation, avec une baisse de plus de 14% pour les femmes contre à peine plus de 6% pour les hommes. Quelles sont, selon vous, les principales causes de cette disparité ? Alors, il y a plusieurs aspects qui entrent en considération. Le premier, c'est une dimension démographique, c'est que les femmes sont généralement plus jeunes, en moyenne de 2 ans que leurs conjoints. Et donc ça peut expliquer des niveaux de revenus plus faibles. Et puis, j'ai envie de dire, évidemment, et malheureusement, on sait qu'il y a des disparités de revenus entre hommes et femmes qui sont encore très importantes et qui se ressentent particulièrement suite aux séparations. Quel rôle joue le type d'union, mariage, Pacs ou union libre, dans la baisse du niveau de vie constaté après une séparation ? Alors là, c'est un résultat un peu contre-intuitif, mais les baisses de niveau de vie sont d'autant plus importantes que l'union est formalisée. Pour des personnes qui étaient mariées ou des personnes qui étaient pacsées, la baisse de niveau de vie des femmes est encore plus importante. Elle baisse de 25% en cas de personnes qui étaient pacsées pour des femmes et de 21% en cas de mariage, là où du côté des hommes, la baisse est moins sensible, de l'ordre de moins 9% ou moins 5%. Alors ça s'explique en grande partie en lien avec la durée de la relation. Le fait qu'on s'installe finalement dans une répartition des tâches domestiques, répartition des tâches professionnelles, qui peut se traduire par des disparités qui s'accroissent en fait avec le temps entre les revenus qui sont ceux de la femme et les revenus qui sont ceux du conjoint. C'est comme ça qu'on observe d'ailleurs cette perte de près de 21% du niveau de vie chez les femmes divorcées. Exactement. Ouais, d'accord. Quelles dynamiques sociales et économiques sont à l'œuvre dans cette situation ? Ça dit quelque chose de la vie intime des couples en réalité. C'est-à-dire que lorsqu'on construit une vie à deux, on adopte une organisation, une répartition des rôles qui bien souvent est encore très genrée. Et donc le temps qu'on va pouvoir investir à la gestion domestique, à l'éducation des enfants, à tous ces projets qui ne sont pas directement rémunérateurs, c'est un temps qu'il est plus difficile d'investir au service de sa vie professionnelle.
Et donc c'est vraiment ce qu'on observe suite à ces séparations. Alors, l'étude, elle montre aussi que 15% des ex-conjoints vivent sous le seuil de pauvreté l'année de la séparation, avec un basculement dans la pauvreté plus marqué chez les femmes, 11% contre 8% pour les hommes. Quelles mesures pourraient être envisagées pour mieux protéger les plus vulnérables ? Alors peut-être le premier point, c'est à rappeler concernant ces évolutions, c'est que lorsqu'on vit en couple, on fait des économies d'échelle. Et la première, c'est tout de même le logement. C'est le logement, on paye, voilà, exactement. On paye un loyer, on paye un remboursement à deux, éventuellement à deux actifs. Là où, suite à la séparation, en toute logique, on se retrouve seul pour assumer ses charges. Donc ça explique une grande part en fait de cette progression de la pauvreté. Le seuil de pauvreté, il se situe à 1 500 € pour un couple de deux adultes. Il est de 1 200 pour une personne seule. Et donc on voit que très rapidement, en fait, après une séparation, on peut tomber sous le seuil de pauvreté. Oui, donc mécaniquement, c'est beaucoup plus facile de... Alors, pour les mères d'enfants de moins de 14 ans, l'impact est encore plus lourd. Comment la présence d'enfants, elle influe sur la dégradation du niveau de vie et quelles aides spécifiques devraient être mises en place ? Alors la présence d'enfants, elle joue parce que ça constitue une charge en fait au quotidien, que ce soit pour les charges domestiques liées à l'alimentation, liées même au logement, parce qu'il nous faut un logement plus vaste. Donc ça explique que la situation des femmes avec enfants, qui plus est lorsqu'elles en ont la garde, se dégrade davantage par construction économique en quelque sorte. Et donc effectivement, il y a plusieurs dispositifs qui visent à atténuer ce choc. Le premier d'entre eux, c'est les pensions alimentaires pour les parents qui disposent d'une garde. Sur ce point, donc l'étude, elle nous permet de faire des constats qui vont jusqu'en 2022 et on peut noter une évolution importante sur les pensions alimentaires puisque dorénavant, elles sont versées automatiquement par la CAF, qui les récupère ensuite auprès des parents. Des parents. Donc ça, c'est le premier aspect. Et en cas de situation de grande précarité, il y a l'allocation de soutien familial et puis aussi d'autres dispositifs sécurisants pour les ménages parents isolés, par exemple l'accès au parc social. L'étude, elle révèle qu'un an après la séparation, la baisse du niveau de vie s'amenuise à 10% pour les femmes et à 3% pour les hommes, puis 2 ans après à 7% et 1% respectivement. Qu'est-ce que cela nous apprend sur la résilience économique post-rupture ? Oui, au travers de ces chiffres, on voit bien en fait que le niveau de vie des hommes finalement rattrape plus rapidement que celui des femmes, le niveau de vie antérieur à la séparation. Et donc là, plusieurs paramètres jouent une nouvelle fois. Il y a la question de la reprise d'activité ou du changement d'activité. Alors ça peut être vraiment le fait de trouver un travail alors qu'on n'était pas en activité, ce qui est le cas pour certaines personnes une fois qu'elles sont séparées. Mais ça va surtout être l'augmentation du temps de travail, par exemple sur des temps partiels où on repasse à temps complet qui va permettre d'augmenter les revenus ou carrément la recherche d'une nouvelle opportunité professionnelle plus rémunérée. Et puis le second aspect qu'il ne faut pas négliger du tout, c'est qu'avec le temps, les gens se remettent en couple. Or, les hommes se remettent beaucoup plus rapidement en couple que les femmes, et en particulier les femmes qui conservent la garde de leurs enfants. Et donc, de ce fait, les hommes retrouvent une économie domestique avec 2 revenus, là où les femmes restent plus isolées économiquement parlant. Alors, les déménagements semblent être une conséquence directe des séparations, avec 37% des locataires du parc social et 60% du parc locatif privé qui changent de logement. Comment ces mouvements, ça influe sur la dynamique du marché locatif francilien ? Alors, ce qu'il faut retenir, en fait, c'est qu'en cas de séparation, même en cas de changement dans la vie, toutes les phases de transition, le parc qui va permettre d'obtenir un logement rapidement, c'est le parc locatif privé. Donc, sans surprise, ce qu'on observe, c'est qu'après les séparations, c'est vraiment ce statut d'occupation qui progresse chez les ex-conjoints. Il progresse de l'ordre d'un quart suite à l'année de la séparation. Or, c'est un parc qui est quand même vraiment sous pression aujourd'hui. Et justement, comme ce contexte de tension dans le marché locatif, comment expliquer que certains ex-conjoints restent dans l'ancien domicile conjugal malgré une situation financière en déclin ?
En fait, vous y voyez peut-être un paradoxe. Moi, j'y vois plutôt une forme de causalité. C'est-à-dire que justement, parce que la situation économique des ex-conjoints est fragilisée, parce que les niveaux de prix et les niveaux de tension sur l'accès à un logement autonome sont très élevés en Ile-de-France, on est confronté à des situations de cohabitation forcée, où des personnes, bien qu'elles soient séparées, continuent de vivre ensemble le temps de trouver une solution, que ce soit du côté de leurs revenus ou d'une offre de logement adaptée à leurs ressources. Quelles actions publiques ou dispositifs d'accompagnement pourraient aider à atténuer les effets négatifs d'une séparation sur le niveau de vie, en particulier pour les femmes qui en pâtissent le plus ? Alors, je pense qu'il y a à la fois des actions d'ordre public et d'autres actions d'ordre privé. Du côté du public, le fait simplement de parler de cette question, ça me semble être vraiment extrêmement salutaire, puisque quand on est en couple, on est amoureux, tout se passe bien, mais justement, parce qu'on aime son conjoint, je pense qu'il faut se préparer, et il faut le prévenir en fait de situations plus compliquées à l'avenir. Et donc la question de l'organisation domestique, on l'a déjà évoqué, la question de la capacité pour chacun des conjoints à saisir les opportunités qui peuvent être les siennes sur le plan de la carrière, sur le plan des opportunités professionnelles, c'est le meilleur moyen en quelque sorte d'atténuer ces disparités de ressources et de permettre à chacun d'être le plus autonome possible, à la fois en couple et puis le jour où malheureusement une séparation intervient aussi. Et du coup, comment on pourrait espérer un jour équilibrer cette situation sur les écarts de salaire? Est-ce qu'il y a c'est là où ça rejoint plus une question d'ordre public. Il y a énormément de sensibilisation à faire en la matière. Ça rejoint aussi la responsabilité des employeurs qui, non seulement à travail égal, salaire égal, mais à compétences égales, opportunités égales en matière d'évolution au sein des entreprises. Et pour ça, ça interpelle forcément l'organisation privée des gens pour que chacun puisse se rendre disponible pour les opportunités qui sont les siennes. Merci beaucoup. Martin Aumauvaire, directeur du département Habitat et Société à l'Institut Paris Région, d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui. J'espère vous recevoir une nouvelle fois prochainement. On marque une petite pause, le temps de découvrir l'info du jour. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Et aujourd'hui, on va parler d'Emmanuel et de Brigitte Macron qui s'apprêtent à vendre leur villa familiale située en plein cœur du Touquet, trop exposée au regard. La maison de 250 mètres carrés, estimée à près de 3 millions d'euros, ne leur offrait plus l'intimité recherchée. Le couple présidentiel ne quittera pas la station pour autant, mais serait en quête d'une villa plus grande et plus isolée, peut-être face à la mer. Une rumeur qui circule sur un futur achat dans un quartier réputé plus calme, mais rien n'est encore fait, donc tout reste à confirmer. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Et on est de retour dans le Club Imo et on va tout de suite rejoindre notre rubrique de poursuivre l'actualité immobilière dans le monde. Aujourd'hui, on part à Dubaï rejoindre Quentin Audibert. Il est fondateur de Home Properties. Bonjour Quentin. Bonjour Marc, comment allez-vous ? Eh bien, je vais très bien. J'espère que vous également à Dubaï aujourd'hui. Comment se porte justement le marché immobilier chez vous ? Écoutez, le marché immobilier, honnêtement, se porte à merveille. Quelques chiffres pour vous l'exprimer. Moi, personnellement, ça fait 4 ans que je suis au sein des Émirats Arabes Unis. Et juste sur l'année 2024, on peut voir 180 000 transactions, ce qui représente plus de 36% d'augmentation par rapport à 2023, qui était déjà une année record. Donc honnêtement, à ce niveau-là, tous les chiffres se portent plutôt bien. 80% environ des ventes sont dans de l'appartement, 20% concernent de la villa et de la townhouse. Et pour ceux qui connaissent Dubaï, le quartier numéro 1 favori des investisseurs, c'est GVC, suite Business Bay et Dubai Land. Juste un petit point qui est important. On a le temps. C'est qu'aujourd'hui, le marché de Dubaï se différencie sur un point principal. Dubaï est une ville qui a 24 ans. Les Émirats Arabes Unis sont un pays qui ont 53 ans. Donc c'est une ville en construction. Et donc l'essentiel du marché de l'immobilier se fait sur plan, équivalent du VFA en France. Oui. Et plus de 66% des ventes se font en construction ou en cours de construction, versus où en France, je crois que c'est à peu près 5%. Ça, c'est, on va dire, pour la petite introduction. Alors, pourquoi Dubaï, elle est devenue une destination incontournable pour l'investissement immobilier ? Aujourd'hui, pourquoi Dubaï est devenue une destination incontournable tout court ? J'ai envie de vous dire. Si on regarde que ce soit une destination touristique, une destination également pour la partie financière,
Il y a plein de paramètres qui regroupent ça. D'une, la sécurité. Deux, la propreté. Bien évidemment, l'accessibilité mondiale. Vous êtes à quelques heures de l'Europe, quelques heures de l'Afrique, également de l'Inde et de la Chine. En fait, vous êtes au centre du nouveau monde. Et c'est ça qui permet à Dubaï aujourd'hui d'attirer un maximum d'investisseurs. Au-delà de ça, vous avez un gouvernement qui est visionnaire. C'est-à-dire que le cheikh Mohamed bin Rachid Al Maktoum, aujourd'hui, offre une vision sur les 15 prochaines années aux investisseurs. Il y a un plan 2040 et il y a même un plan 2071. Je vous invite à regarder pour ceux que ça intéresse. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il prévoit ce plan en 2040 hein? Racontez-nous. Alors, le plan 2040, il y a plusieurs grandes étapes. Tout simplement, la première chose, c'est doubler la population sur les 15 prochaines années. Et bien évidemment, ça va être aussi doubler l'économie, avoir plus de 60% d'espace vert, devenir la meilleure ville du monde, selon plein de rapports que je pourrais vous envoyer dans un second temps. Dubaï est aujourd'hui la 3e meilleure ville du monde en termes d'opportunités d'emploi, en termes de prix au mètre carré, en termes de qualité de vie, etc., etc. Donc le but du master plan, c'est de développer Dubaï, d'étendre les zones. Il y a 5 zones principales qui vont étendre sur la partie culturelle, la partie financière, la partie touristique, la partie également logistique, et ensuite la partie transport. Donc il y a 5 volontés, 5 zones, et si on regarde sur la carte de Dubaï, chaque zone est en train de se développer à son rythme. Et vu ce que Dubaï a fait en 24 ans, moi je suis assez confiant sur le fait de... Et du coup, pour 2070, on est donc à horizon un peu plus long, hein, 30 ans après. Donc on a quelques pistes déjà. Hein. Pour l'instant, on a simplement 2040, mais on a déjà une petite trame sur 2071, mais qui n'a pas encore été écrite. C'est plutôt pour la légende. Alors, quel est le ticket d'entrée pour investir dans l'immobilier à Dubaï et quelles sont les opportunités selon les budgets? Aujourd'hui, le ticket d'entrée il est assez accessible si on compare avec d'autres villes dans le monde. On va dire qu'aujourd'hui, on va démarrer à partir de 170 000 euros pour un studio dans une zone périphérique de Dubaï. Quand je dis périphérique, ça veut dire 15-20 minutes des centres névralgiques. Ça peut être 15-20 minutes de la marina, 15-20 minutes de downtown. Bref, c'est là où on va se trouver des studios de 40 mètres carrés, ce qui est plutôt grand, je pense, pour un studio, pour les gens de Paris, qui vont démarrer du coup à 150, 160, 170 000 euros, où on va retrouver du coup un prix au mètre carré d'environ 4 000 euros. D'accord. Pour démarrer. Voilà, pour démarrer. Sinon, vous avez d'autres opportunités. Ensuite, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas forcément de limite. Il n'y a pas de limite. Pour un studio, on va démarrer à 150 000. Pour un les standards d'ailleurs, les standards sont différents de la France. Hein. Vous avez parlé d'un studio plutôt autour de 40 mètres carrés. Il y a d'autres choses qui différencient des standards qu'on connaît plutôt en Europe. Ouais, je pense qu'il y a la première chose, c'est la surface. C'est vrai que les appartements sont plus grands. Alors ça a tendance à se réduire hein, de façon très transparente avec vous. Fut une époque, il y avait des T2, donc il y en a une chambre qui faisait 90, 100, 110 mètres carrés. Ce qu'on ne trouve jamais dans nos capitales. Et bien évidemment, les promoteurs ont compris qu'on pouvait faire moins d'appartements dans le même building et augmenter la profitabilité. Mais on reste quand même sur des belles surfaces. Aujourd'hui, un T2, ça va faire 70. Les chambres sont plus grandes, hein, je crois, que dans les standards européens. Surtout, ce qui est super intéressant, c'est que vous allez avoir au sein de votre building une piscine, une salle de gym, une salle de yoga, un rooftop. Vous voyez, beaucoup de services pour des charges de copropriété qui sont dérisoires par rapport à ce que vous allez payer. C'est ça qui est intéressant. Quelle est la fiscalité sur l'immobilier à Dubaï ? Quels sont les avantages pour les investisseurs étrangers, notamment français ? Ça, c'est un point qui est important parce qu'on peut trouver sur Internet tout le monde crier pas de taxes, pas d'impôts ou quoi que ce soit. C'est valable si on est résident fiscal émirati. Donc j'insiste sur ce point-là qui est extrêmement précis. Si demain vous êtes résident fiscal aux Émirats Arabes Unis, vous faites de l'immobilier, ce qui est mon cas, j'ai 2 appartements en location. Sur mes revenus locatifs, je n'ai aucun impôt. Si demain je revends l'appartement, je n'ai pas de frais de revente, j'ai pas de taxe sur la plus-value. Et j'ai également des frais de succession proches de 0 pour mes descendants directs, 0,125. Ça, on est résident fiscal émirati. Si demain vous achetez de l'immobilier en étant résident fiscal français et que vous rapatriez vos fonds, bien évidemment, vous allez être imposé. Pour les revenus locatifs, ça va juste faire augmenter votre tranche marginale d'imposition. Et si vous vendez un appart, ça sera l'équivalent d'une imposition sur la plus-value. Après, il y a d'autres façons de faire. On n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. Il y a une convention fiscale franco-émiratie. Oui, il y a une convention fiscale de non double imposition. C'est comme ça qu'on dit ici, mais c'est Dites-moi, Quentin, quel est le prix moyen du mètre carré à Dubaï et comment se compare-t-il aux grandes capitales européennes ?
Alors ça, c'est justement un point qui est important. Il y a un classement qui est sorti en 2024 qui classait toutes les villes mondiales par rapport au prix moyen en mètre carré. Une moyenne, ça veut tout et rien dire, mais ça nous donne quand même ça donne une mesure, en tout cas. Hein. Ça donne un indicateur. Voilà, ça donne une mesure. Effectivement, ça donne un indicateur. Et dans ce classement, on voyait que Dubaï était classé 82e en termes de prix au mètre carré. Alors que si demain, je vous demande, vous, Marc, où est-ce que vous placez Dubaï, je ne pense pas que vous la mettez au 80e rang en termes de qualité de vie, etc., etc. Donc en fait, le prix moyen aujourd'hui à Dubaï, on est environ entre 4009 et 5002, donc 4900 euros, 5200 euros en fonction des rapports, ce qui reste super accessible. Paris, on est proche des 8-10 000 euros, si mes souvenirs, si je ne m'abuse, je ne connais pas le marché parisien par cœur, mais 10 000 euros. Loin de ça, Londres, j'en parle même pas, Tokyo, New York, j'en parle même pas. Bien évidemment, si on compare avec Metz ou Strasbourg, c'est différent, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Quentin, quels sont les rendements locatifs moyens dans quelle zone on va trouver les meilleures opportunités? Ok, alors il y a deux façons de faire de l'immobilier à Dubaï, soit on fait du flip, soit on fait du rendement. Donc pour faire du rendement, il faut investir dans des zones en général où c'est un peu où le prix au mètre carré est un peu plus faible. C'est la même chose qu'en France. On fait de la plus-value, on fait de l'achat-revente là où le prix au mètre carré est cher, on fait de la renta là où le prix au mètre carré est un peu moins élevé. Donc aujourd'hui, les chiffres moyens, c'est que vous allez faire entre 6 et 8% de rentabilité nette à Dubaï, dans des quartiers comme JVC, Arjan ou bien encore Al Fourjan. Ça, c'est ce qu'on peut faire à Dubaï. Quentin, encore une question. Entre immobilier existant ou off-plan, quel est le meilleur choix pour un investisseur en 2025 ? J'ai envie de vous dire les deux, mon général. quand je dis ça, il y a une question qu'il faut... Vous êtes plutôt off-plan. Moi, je fais plutôt off-plan, mais la première question qu'il faut se poser, Marc, c'est est-ce que je veux faire des revenus aujourd'hui ou est-ce que je veux faire des revenus dans 2, 3, 4 ans ? Et si on veut faire des revenus dès demain matin, forcément, il faut se positionner sur quelque chose d'existant. Mais du coup, on paye la plus-value de quelqu'un qui s'est positionné en amont, là où il y avait du sable et là où il n'y avait rien. Donc, l'idée, c'est juste de savoir qu'est-ce qu'on veut faire en termes de stratégie. Les deux sont bons. Juste, l'une va demander plus de trésorerie que l'autre. Et ça, c'est plutôt une personnalisation que nous, on fait chez Home dans un second temps. Merci beaucoup Quentin Audibert d'avoir répondu à nos questions depuis Dubaï. À très bientôt sur Radio J. Voilà, le Club Imo, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve avec grand plaisir dès la semaine prochaine. D'ici là, très belle fin de journée et de semaine à toutes et à tous. Le Club Imo Radio J vous a été présenté avec le concours de MonsieurHugo.com. Avec MonsieurHugo.com, fini les retards de paiement, fini les litiges, fini les sinistres à gérer. MonsieurHugo.com, l'une des 5 meilleures applis immobilières élues par Challenge. MonsieurHugo.com.